t'exploser les oreilles. Légèrement. Encore ou ça va mieux là? Encore un petit peu. Voilà, C'est la joie de te ok. voir qui m'a fait réagir encore un petit peu. Ceux qui ne vont pas sur Facebook, je vous dis pas, vous allez louper des choses, mais il fallait voir Jade presque les yeux qui ont failli sortir des orbites, les mains partout. Wow, les oreilles. Donc Jade, on parle adoption. On parle adoption. Adoption internationale plus précisément. Et j'ai même rajouté, je suis passée derrière toi, Ah, interracial. interracial. C'est plus international. Si. Faut-il interdire les adoptions internationales et interraciales? C'est ce que j'ai dit au début. Tu poses des questions, mais déjà dans la question, ok. Non, je ne veux pas te demander. Si tu poses la question, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a un problème, il y a quelque chose qui a provoqué cela. Le sujet est particulièrement discuté actuellement dans l'actualité. Donc je me suis dit, comme tu le sais si bien, j'aime commenter l'actualité. N'est-ce pas? Donc je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi alors? On va rentrer directement dans le vif du sujet. Dernièrement, l'Éthiopie a annoncé qu'elle bannissait les adoptions internationales. Donc actuellement, les cas qui étaient encore ouverts allaient être discutés, terminés jusqu'en novembre. Mais à partir de novembre, une fois qu'on a fermé les cas d'adoption encore ouverts, l'Éthiopie ne fait plus partie des pays où on peut venir adopter les enfants. Faut savoir que l'Éthiopie, c'était quand même en 2016 un des 10 pays où il y avait le plus d'adoptions qui s'y faisaient, adoptions qui sortaient de l'Éthiopie, on reparlera des flux. Et également, en plus de cette actualité-là, il y a eu le cas, on en a parlé il y a 2 semaines, Cyril, il me semble, de la famille de Devante aux États-Unis. Oui. Donc, ce jeune homme noir d'une peut-être 12-13 ans qui avait fait déjà l'actualité pour une photo qui était devenue iconique de lui en train d'embrasser un policier en pleurs. Donc, c'était la photo qui était devenue cette espèce de symbole de la réconciliation entre police et vie des personnes noires. Donc, cette photo avait beaucoup tourné. Et il se trouve qu'en fait, Devante, c'était un petit garçon adopté qui avait été adopté par un couple de 2 femmes blanches qui avaient 6 enfants en tout, avec Devante, que des enfants adoptés, que des enfants racisés. Et il se trouve que l'affaire a défrayé les chroniques aux États-Unis il y a quelques semaines, puisque on a retrouvé en fait la voiture de des 2 parents mères de Devante renversée par-delà la falaise, 3 enfants à son bord, les 2 femmes mortes. C'était falaise sur une mer. On n'a pas retrouvé leurs 3 autres enfants, mais étant donné le temps passé, le fait qu'on n'ait pas retrouvé les 3 autres enfants, ils pensent qu'ils étaient également dans la voiture. Et après la découverte de cet accident, mais en même temps, il y a une enquête qui dit que ce ne serait pas forcément un accident. Il se pourrait qu'elles aient foncé elles-mêmes un suicide, exactement. Des cas où on disait, en fait, les voisins commencent à sortir des histoires comme quoi les enfants étaient battus, ne recevaient pas de nourriture. Devante sortait souvent apparemment pour aller demander de la nourriture chez les voisins et notamment de la nourriture non périssable pour pouvoir leur apporter. D'autres des 6 enfants avaient demandé à appeler les services sociaux. En même temps, quand on voit les réseaux sociaux de ces 2 femmes et de leurs enfants, on a l'impression que c'est une famille heureuse, une famille militante, activiste, droits sociaux, activiste dans le sens universaliste, tout le monde est gentil, tout le monde il est pas méchant et il faut pardonner. Donc ça avait défrayé la chronique et ça avait relancé le débat, non seulement on manque de regard sur ce qui se passe une fois que les enfants sont adoptés, mais également qu'est-ce qui se passe lorsque ce sont des familles blanches qui adoptent des enfants noirs, ce qui est quand même le cas majoritairement, on va en reparler, et également adoption à l'international. Donc ça fait de nouveau défrayer la chronique, regardez, on vous confie des enfants, puis vous les maltraitez, on devrait interdire les familles blanches d'avoir le droit d'adopter des enfants noirs, surtout aux États-Unis. Donc ça avait vraiment relancé beaucoup de débats autour vraiment de ce cas de ces 2 femmes, et donc de leurs 6 enfants qui malheureusement sont portés morts / disparus pour les 3 enfants qu'on n'a pas encore retrouvés. Donc ça c'est un peu le contexte de l'actualité. Donc ce sont un peu les 2 cas qui ont alimenté ma volonté de parler de l'adoption. De quoi on parle? On va aller contextualiser les choses. De quoi on parle lorsqu'on parle d'adoption transnationale, mais également du coup pourquoi est-ce qu'on va l'affilier forcément avec adoption transraciale? Ça va être interracial, ça va être facilement démontrable. Tout d'abord, il faut savoir que de nos jours, lorsqu'on parle d'adoption, il faut comprendre qu'on se trouve à une période où il n'y a jamais eu autant de demandes d'adoption d'enfants.
Donc, quand on regarde les statistiques depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est à cette période-là que vraiment la demande d'adoption internationale, les demandes d'adoption, le phénomène de l'adoption internationale va vraiment s'agrandir, se globaliser pour devenir le phénomène qu'on connaît. On n'a jamais autant eu besoin d'adopter des enfants. Or, on n'a jamais été dans une période où il y a eu aussi peu, entre guillemets, d'offres d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandes d'adoption qu'il n'y a d'enfants à être adoptés. Donc ça, déjà, il faut vraiment l'avoir en tête pour pouvoir comprendre un petit peu tout ce qui est lié au sujet. Donc il y a ça. Il faut aussi savoir que l'adoption, notamment les adoptions internationales, représente une économie de plusieurs billions de dollars. Au niveau du monde, c'est 6,3 billions de dollars que ça fait circuler, donc mondial. Mais la moitié de cette somme, donc entre 2 et 3, va directement aux États-Unis. Les États-Unis, c'est vraiment le pays qui adopte le plus au monde. Juste après vient la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Mais quand je dis la France, l'écart est gigantesque entre les États-Unis et la France. En 2005, par exemple, les États-Unis adoptaient près de 20 000 enfants par an, tandis que la France était en dessous des 7 000 ou 5 000. Donc l'écart entre les États-Unis et la France est gigantesque. Les États-Unis sont les champions toute concurrence de l'adoption, particulièrement de l'adoption internationale. On compte pour les États-Unis, depuis ces 3 dernières décennies, 1/4 million d'enfants qui ont été redistribués. Donc, vous prenez 4 millions d'enfants, 1/4 ont été donnés aux États-Unis. Okay, donc ça, c'est pour vous redonner un petit peu le contexte. Aussi, lorsqu'on parle d'adoption internationale, il faut regarder les flux. C'est-à-dire que d'où sortent les enfants pour aller vers où. Les flux de l'adoption internationale, c'est le sud vers le nord. C'est-à-dire les enfants partent de ce qu'on, entre guillemets, on appelle le tiers-monde, pour aller vers massivement l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie. Il n'y a quasiment pas de flux inverse. On n'adopte pas les enfants des États-Unis pour les emmener, par exemple, au Mozambique. Et enfin, dernière information de contextualisation, la raison numéro 1 de l'adoption internationale, c'est avant tout la pauvreté. Donc la pauvreté va expliquer pourquoi on fait adopter ces enfants encore plus massivement que des cas d'abus, de négligence ou d'abandon des enfants. Donc la vraie raison qui fait qu'on adopte, qu'on donne en adoption ou qu'on adopte, déjà pour avoir une contextualisation, c'est la pauvreté. Là, on va pouvoir du coup commencer à complexifier. Pourquoi ? Parce que c'est pour ça qu'on aborde transnational et transracial à la fois. Pourquoi ? Parce que pour comprendre les adoptions internationales et pour comprendre ces flux, on ne peut pas ne pas les prendre en compte avec l'angle de la classe et l'angle de la race. C'est-à-dire que actuellement, on a de plus en plus, même si globalement on a de plus en plus de pays qui interdisent les adoptions internationales, ils les interdisent à cause du trafic, des abus, du manque de réglementation, entre autres. On se rend compte également qu'on a cette espèce de phénomène autour de l'adoption qui est ce que certaines autrices, je donnerai leur article en référence, ont appelé l'effet Robin Hood à l'envers. C'est-à-dire qu'on prend aux pauvres pour les donner aux riches. C'est ce qui modèle l'adoption internationale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un shift autour de la maternité, autour de la famille, autour de ce que cela prend d'élever des enfants. Il y a vraiment cette idée que les mères et les familles qui choisissent d'avoir des enfants, de garder leurs enfants alors qu'elles vivent des difficultés socio-économiques, alors qu'elles sont dans la pauvreté, font preuve d'égoïsme. Donc c'est vraiment cette idée que vous ne pouvez pas être une bonne mère si vous ne choisissez pas volontairement. Il y a quand même une culpabilisation qui se fait autour des enfants et du matérialisme et de vos moyens. C'est-à-dire si vous n'avez pas les moyens financiers, économiques ou social de vous occuper de vos enfants, vous ne devriez pas avoir d'enfants. Donc ça, c'est le premier adjectif dont j'ai déjà parlé dans ma chronique les pauvres sont-ils pauvres parce qu'ils ont trop d'enfants. Je rejoins. Donc déjà, il y a vraiment d'abord cette idée de culpabilisation, mais en plus, si vous avez des enfants, c'est faire preuve d'égoïsme de votre part de les garder. Vous devriez les donner à des familles qui ont beaucoup plus de moyens pour pouvoir s'en occuper. Donc on a shifté en fait dans notre conception de la famille et des mères, c'est-à-dire que maintenant, on va considérer que plus vous avez de capitaux, plus vous avez de matériaux, plus vous êtes considérés comme de bons parents. Et cela va avoir pas seulement un impact par rapport à l'adoption, ça a un impact également dans la manière dont on considère à quel moment vous devriez fonder des familles. Étant donné notre société actuelle et les crises capitalistes, le fait qu'on soit endetté de plus en plus jeune par rapport à finir ses études, le fait qu'on soit de plus en plus âgé avant d'avoir et encore si on y arrive à avoir une situation financière stable, on s'attend à ce que ce soit des personnes qui aient des enfants de plus en plus tard. Et on va culpabiliser un peu ces parents trop jeunes qui n'ont pas encore une situation économique ou financière stable, qui osent avoir des enfants. Il y a vraiment cette idée que si tu n'as pas les moyens, n'en fais pas. Si tu décides d'en faire alors que tu dis attends,
Et si tu décides d'en faire alors que tu n'as jamais obtenu, quelque part, on a cette idée qu'il faudrait carrément renoncer à avoir des enfants, au final, si à aucun moment de ta vie tu ne parviens à obtenir cette stabilité financière. Et donc là, on obtient la culpabilisation. Et ce sont des angles qui sont très présents dans l'adoption internationale, qui sont très présents également dans les abus qui vont être dénoncés finalement par de nombreuses législations, c'est-à-dire la pression psychologique qu'on fait aux familles, le fait qu'on achète les enfants en dépit du fait que ce soit illégal d'acheter des enfants. Beaucoup d'agences, beaucoup d'industries, on va dire, vont réussir à contourner en disant, ben, en fait, vous allez payer pour l'éducation de la mère ou ce genre de choses. Donc, on va contourner pour qu'il y ait quand même une transmission d'argent. Donc, finalement, vous vous retrouvez à avoir... Il y a une commodification de l'enfant qui est faite. On achète finalement cet enfant. Et donc, il y a cette idée que... il y a une espèce de pression psychologique par l'argent qui est utilisée pour obtenir des enfants à donner sur le marché de l'adoption. Donc, ça va être très critiqué. Ça, c'est le premier angle qui est très présent dans l'adoption internationale. Aussi, quelque chose qui est très critiqué, et j'en suis la première, c'est-à-dire qu'il y a un ethnocentrisme très présent dans tous les discours autour de l'adoption internationale. C'est-à-dire, les sociétés occidentales sont meilleures pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc, les sociétés du tiers-monde, j'utilise le tiers-monde avec les guillemets parce que c'est un terme dont j'ai horreur, mais c'est ce qu'on retrouve du Sud, mais même le Sud, Nord-Sud, j'ai un problème avec ça, mais je le récupère parce que c'est ce qui est dans le discours. C'est-à-dire, on doit aller adopter les pauvres enfants d'Afrique pour les ramener en Europe et leur donner à manger, s'en occuper, les éduquer, et donc ils grandiront dans... C'est vraiment très présent dans l'adoption internationale, cette idée que donc finalement les sociétés occidentales sont un peu le paradis pour les enfants, et il y a quelque part cette idée qu'on devrait faire venir les enfants dans ces sociétés occidentales. Il y a l'ethnocentrisme. Donc, on arrache les enfants à une culture, à un pays, à un héritage. Et donc, c'est quelque chose qui est très peu montré, mais finalement, l'adoption internationale, ce sont des migrations forcées. Ça, c'est très intéressant. Amandine Gay en parle dans une de ses conférences que je mettrai en lien. Amandine Gay, qui a fait le film Ouvrir la voie, elle travaille sur l'adoption internationale comme également outil. Elle a fait une conférence comme outil du colonialisme. On fera le lien également plus tard dans ma chronique. Toutes les ressources sont bien sûr sous mes vidéos parce que les chroniques, c'est juste le début. Je donne des pistes. Après, allez-y, renseignez-vous sur les sujets si ça vous a intéressé. Mais en tout cas, elle montre comment on le voit jamais comme ça. Mais c'est vrai que l'enfant n'a pas le choix quand il y a adoption internationale. Et donc, on a un cas de migration forcée. Donc, non seulement l'enfant doit vivre avec le fait d'avoir été abandonné, l'idée qu'il a été abandonné par sa famille, donc il doit vivre avec ce premier trauma. Mais après, il y a le deuxième trauma qui est fait de l'arrachement à une culture, à un pays, à un héritage, des histoires, une langue, un peuple, etc. pour aller dans un pays étranger, où la grande majorité du temps, un pays majoritairement blanc, en tant qu'enfant noir racisé. Et donc, cette migration forcée provoque un deuxième trauma. Pour un enfant qui doit donc vivre dans un contexte qu'il n'a pas choisi et qui n'est pas préparé à être reçu. Donc là, on en reparlera un peu plus longuement par rapport au racisme. Donc, déjà, il y a ces deux cas qui sont particulièrement mis en avant. Et également, enfin, le troisième angle dont je voulais parler, c'était le fait que dans ce mythe d'ethnocentrisme et d'adoption internationale, on a un véritable enracinement dans le white savior, c'est-à-dire les blancs qui doivent aller sauver les pauvres du Sud, les pauvres noirs. Or, il y a vraiment un mythe qui est construit autour de l'enfant, de l'orphelin, de cet enfant qu'on peut adopter, c'est-à-dire qu'on le représente toujours comme un enfant qui n'a plus de famille, qui est dans un orphelinat, qui est dans la misère la plus complète et qui attend juste d'être adopté, qui ne rêve que de ça, d'être adopté. Et en fait, toutes les études montrent que 85 à 90% des enfants qui se retrouvent sur le marché de l'adoption sont en fait des enfants qui ne sont pas des orphelins. 83% à 90% ont encore un parent vivant, voire ont encore de la famille chez qui on pourrait les confier. Et en fait, ce sont des enfants qui, comme je l'ai dit, pour multiples raisons, vont se retrouver dans des orphelinats parce que, par exemple, on va dire aux familles, si vous le mettez à l'orphelinat, il va recevoir une éducation et puis après, il pourra revenir chez vous. Donc, les parents n'ont jamais donné l'autorisation pour que leur enfant soit adopté. Il y a vraiment cette idée, on va le prendre le temps que ça aille mieux pour vous, on va aller recevoir une éducation, des soins médicaux, puis on vous le ramène. Il y a aussi le cas où lorsque les enfants ont besoin de soins médicaux précis, on leur dit, on va l'emmener en Occident se faire soigner, opérer, puis on vous le ramène. Donc ça, c'est tout un cas d'exemple pour montrer que le mythe que l'on a, que cet enfant qui attend avec des grands yeux d'avoir des parents est fausse. En fait, sur le terrain, ça existe, mais c'est une minorité de cas. Et c'est une minorité de cas qui, malheureusement, se retrouve à servir d'excuse pour pouvoir finalement continuer à renforcer ce trafic d'enfants. Parce que c'est ce qu'on parle, c'est un trafic d'enfants.
Donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on est dans une tendance à l'international que je salue, qui est que de plus en plus de pays comme l'Éthiopie, mais également je pense à le Ghana, la Russie, le Bhoutan, etc., Guatemala, qui vont refuser les adoptions internationales. Pourquoi? Parce qu'elles vont considérer que pour le bien-être de l'enfant, on va d'abord prioriser les adoptions au sein de la famille. Donc on va chercher un contact proche pour qu'il reste au sein de sa famille. Si ça ne marche pas, on va chercher à ce qu'il reste dans le pays. Parce qu'il y a une question de culture, il y a une question d'héritage, on ne fait pas subir un deuxième trauma. Beaucoup de pays vont légiférer pour dire l'adoption internationale, c'est le dernier recours. Et finalement, la plupart de ces pays disent, en fait, on trouvera toujours chez nous, on ne recourt pas à l'adoption internationale parce que ça donne trop de trauma à l'enfant. Donc ça, c'est une tendance qui est globale et qui s'accompagne avec une tendance on devrait également limiter les adoptions interraciales, c'est-à-dire prendre un enfant pour les confier aux familles blanches. Et ça va se faire également dans les adoptions à l'intérieur des continents. Par exemple, aux États-Unis, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire on devrait faire attention à qui on confie les enfants. On est dans une société raciste. Lorsqu'on confie un enfant noir à une famille blanche, quel que soit tout l'amour qu'il pourra lui donner, c'est une famille qui n'est pas outillée, qui n'a pas été préparée pour élever un enfant noir dans une société raciste. Et donc, qui ne va pas être capable de lui offrir déjà le fait de se percevoir en tant qu'enfant noir, une culture noire, mais également des outils pour être préparé à être noir dans une famille, une société blanche. Et beaucoup d'études montrent qu'en fait, ce sont des enfants qui vont grandir et arriver à l'adolescence, ont très peu d'estime d'eux-mêmes, ont énormément de difficultés à avoir même ne serait-ce qu'une image identitaire qui corresponde à ce qu'ils sont et à réussir à naviguer en fait ces sociétés. Voire on retrouve des enfants qui ont intériorisé une haine de soi et une haine des populations noires. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au sein des familles, les dynamiques raciales se retrouvent. Et ça, c'est une autre chose qui est très critiquée, c'est-à-dire qu'on a ces familles blanches qui vont adopter un petit enfant noir par fétichisme, par exotisme, donc avec la même idée de white savior, un peu comme quand ils vont en Afrique, ils disent « Oh, j'ai envie de tous les adopter », et puis ils prennent des photos avec 15 enfants noirs autour d'eux. « Oh mon Dieu, je les aurais tous ramenés avec moi », comme s'ils parlaient de petits chatons, en fait, ou de petits chiots. Oh mon Dieu. Donc ça, c'est... Et puis, il y a de plus en plus... Ah mon Dieu. Oh waouh! Donc il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dénoncer ce type de dynamique. Le problème, c'est que non seulement l'adoption est profondément raciale, mais comme je l'ai dit, elle est profondément également dans des rapports de classe. Ça coûte cher d'adopter. Donc quand vous regardez les familles qui ont les moyens d'adopter, ce sont les familles qui ont de l'argent. Or, qui a de l'argent dans les familles, dans les sociétés majoritairement blanches, ou plutôt pas majoritairement blanches, mais des sociétés blanches, ce sont les blancs. Pourquoi? Non, pas blanches. Dans les sociétés dominées par les blancs, ce sont les blancs. Donc forcément, cela fait que même si on veut confier avant tout des enfants noirs ou des familles noires, la demande, c'est l'un des cas où on n'a pas assez de demande par rapport à ceux qu'on aimerait confier. Or, il y a certaines mises en place de programmes ou de critiques qui disent, si dans les cas les plus extrêmes, on se retrouve à devoir confier des enfants noirs à des familles blanches, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place des dynamiques de soutien et de support à de communautés. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas autoriser ces familles blanches à prendre des enfants noirs et puis à partir avec. Il faut qu'ils maintiennent un lien avec des communautés noires, qu'on puisse surveiller de la manière dont ils les élèvent, que ces enfants puissent être entourés d'autres enfants noirs, d'autres parents noirs, recevoir des conseils, être éduqués de cette bonne manière. C'est une amie qui m'avait parlé d'un article, Myriam, qui m'avait parlé d'un article, malheureusement elle n'a pas pu me donner, mais qui faisait le lien avec la série This Is Us, qui est un vrai carton, j'adore cette série. Un des enfants est noir en fait, l'enfant qui a été adopté par le couple est noir, et on peut le voir dans les flashbacks par exemple quand les parents ne savaient pas s'il avait besoin également de mettre de la crème solaire, ou pourquoi lorsqu'on lui coupait les cheveux, il avait tout le temps des boutons sur le cou, et donc c'est en allant à la piscine qu'une maman noire pas loin, en voyant les boutons sur le cou du garçon, va venir dire aux parents, en fait, vous devez l'emmener chez un coiffeur spécialisé. Et oui, il a besoin de crème solaire. Et n'oubliez pas de lui mettre de la crème pour ses genoux. Donc la mère va dire, écoutez, vous avez un enfant noir. Ça ne veut pas dire que vous savez comment élever un enfant noir. Je vais être là pour vous aider. Et du coup, dans cette série, elle va devenir soutien, elle va être constamment là pour accueillir Randall quand il a besoin d'être entouré de communautés noires. Et ça, c'est l'exemple qui est donné pour dire, même si on se retrouve à faire ce type d'adoption, voilà comment ça devrait se passer. Le lien doit être maintenu. Maintenant, pour conclure, parce que c'est un sujet extrêmement large et je voulais quand même également parler, on est au Canada. Et l'histoire du Canada fait qu'on ne peut pas parler des adoptions sans parler également des cas qui s'est produit et qui se continuent de se produire par rapport aux enfants des populations autochtones. C'est-à-dire qu'au Canada spécifiquement, même si il n'y a pas énormément d'adoptions à l'international,
quand on regarde, quand j'ai commencé à chercher par rapport à adoption, enfants, mais également services sociaux, les premiers résultats qui arrivent, ce sont les enfants issus de communautés autochtones. Pourquoi? C'est parce que, et c'est ce dont parlait également Amandine Gay avec adoption et projet colonialise, c'est qu'on va, l'outil de l'enfant, c'est-à-dire l'idée d'arracher des enfants aux familles et aux communautés pour les placer dans des familles blanches, a été utilisé comme outil de colonisation. C'est-à-dire, on va tuer l'Indien dans l'enfant. C'est pour reprendre le terme d'un des édits. Et il y avait cette idée qu'on va prendre les enfants, on va les éduquer, les forcer de les éduquer par des blancs, et comme ça, on va détruire la culture autochtone. Parce que lorsque vous empêchez la transmission, vous détruisez une culture, vous détruisez un héritage. Donc ça a été utilisé comme outil de colonisation. On pense également aux pensionnats. Et de nos jours, même après la fermeture de pensionnats, en fait, les services sociaux actuellement retirent les enfants des populations autochtones à un rythme beaucoup plus élevé qu'on ne les plaçait au pensionnat. Donc en gros, les services sociaux ont pris le relais avec le pensionnat. Actuellement, pour vous donner une idée de chiffre, de tous les enfants du Canada, 7% sont issus de communautés autochtones, donc 7% des enfants de tout le pays sont issus de ces communautés, mais ils constituent plus de la moitié de tous les enfants placés dans le système. Donc ça, c'est pour vous montrer en fait l'énormité de ce qui se passe. Et en fait, on les retire encore une fois avec cette idée que pauvreté et ils ne sont pas adéquats pour s'occuper de leurs enfants. Alors qu'en fait, et c'est également un des angles qui a été prouvé par rapport au pays et aux cellules familiales qui posent problème, c'est-à-dire que plutôt que de retirer les enfants en disant vous êtes trop pauvres pour vous en occuper, on a cette idée, puisque vous êtes trop pauvres, on va les donner à des riches et ils s'en occuperont mieux des enfants. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent et beaucoup plus de manifestations qui disent en fait on devrait juste faire en sorte que ces cellules familiales, que ces foyers aient les moyens et les ressources pour garder leurs enfants. Il faut toujours faire en sorte que ce soit les ressources qui soient disponibles plutôt que l'idée que arracher leurs enfants va être une solution en soi. Et au niveau du Canada et au niveau des services sociaux qui arrachent les enfants des populations des Premières Nations, c'est également quelque chose il y a beaucoup d'associations qui font ce travail-là, qui disent en fait on doit travailler au niveau des ressources, on doit travailler au niveau du financement. D'ailleurs, en ce moment, il y a eu beaucoup de manifestations pour dénoncer le fait que les enfants qui vivent en réserve reçoivent beaucoup moins de financement par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, par rapport à leur accès aux services, etc., que tous les autres enfants du reste du Québec ou du Canada. Donc la différence de traitement, elle est là et c'est ça qu'il faut tacler plutôt que de dire, puisque vous êtes pauvre, en fait, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants, ce qui est une idée extrêmement capitaliste et également très de marchandisation, commodification de l'enfant. Donc en fait, pour conclure, le sujet est extrêmement large et complexe. Donc, je vous invite vraiment à lire les ressources que je vais vous lister, à écouter ces conférences. Et surtout, il y a énormément d'associations d'enfants qui sont passés par l'adoption, qui sont passés par le système social, foster care, de placement, donc pas d'adoption, mais de placement, qui font le travail pour attirer l'attention sur ces problèmes-là. Donc, allez écouter leurs conférences, allez lire leurs articles, parce que je ne suis pas passée par ce système, donc il y a une limite à ce dont je peux parler. Mais pour revenir à la question, faut-il interdire les adoptions internationales et interraciales? Ma réponse est oui, bien sûr. Est-ce qu'on attendait une autre réponse? J'espère pas. 1 an et demi quand même. J'espère quand même que j'ai su me présenter comme il le fallait, que vous attendiez un petit peu, que je suis restée logique. Voilà. Merci beaucoup, Jade. On se retrouve un peu plus tard dans l'émission, puisque on va parler Black Business. Parlons Black Business. Avec Chiakoun. Voilà, ce sera avec Chiakoun Yapi dans un moment. À bientôt.